Oui, donc en fait, effectivement, j'ai envie de démarrer par là où nous en sommes, et puis après, on va passer aux évolutions futures possibles en fonction des choix qui vont être faits ou pas faits concernant les émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, dans une troisième partie, les leviers d'action et comment on peut accélérer l'action. Et ce que je veux préciser tout de suite, c'est que ce que je vais présenter, ça n'est pas mon propre travail, mais ça s'appuie sur l'évaluation de l'état des connaissances scientifiques, techniques, socio-économiques, notamment dans le sixième rapport du GIEC, donc avec un ensemble de rapports qui ont été publiés de 2018 à 2023 et qui en fait s'appuient sur l'état des lieux scientifiques. Et donc toute cette masse d'informations, elle est bien sûr à votre disposition. Et j'ai mis aussi ici un outil type chat GPT qui permet d'interagir avec les rapports du GIEC qui sont rédigés en anglais sous forme de conversation courante. Et puis, si ça vous intéresse d'avoir des ressources vraiment pédagogiques, vous avez l'Office pour l'éducation au climat qui fait des ressources pour enseignants, plutôt au niveau collège, mais aussi lycée. Et en fait, ça permet d'avoir des informations vraiment très accessibles. Pour le contexte français, je me suis appuyée sur les récents rapports du Haut Conseil pour le climat, donc publiés tous les ans, qui évaluent l'action de la France par rapport au changement climatique, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et qui fournit des recommandations, avec notamment l'année dernière un rapport qui faisait le point sur les risques et les enjeux de décarbonation, mais aussi un rapport spécifique sur le système alimentaire. Et puis enfin, pour chaque région, il existe des groupes régionaux d'experts climat. En Île-de-France, c'est le groupe régional d'experts climat biodiversité Île-de-France. J'ai mis le lien ici, avec des ressources spécifiques pour chaque région qui s'appuient sur l'expertise scientifique régionale. Alors j'y vais sur où est-ce qu'on en est par rapport à l'influence humaine sur le climat. Donc je vais l'aborder à l'échelle planétaire et puis après un zoom sur la France. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si on prend 10 ans en arrière, depuis l'accord de Paris sur le climat jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une action pour le climat qui est montée en puissance, avec une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre, en fait, dans 24 pays, dont la France. Et quand je dis régulière, c'est sur plus de 10 ans, et c'est pas fortuit, c'est pas une pandémie ou une crise économique, hein, c'est vraiment des changements structurels. Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondiales dans le périmètre de politique publique. Celles-ci qui ont permis d'éviter d'émettre, on estime, de l'ordre de 4 à 8 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année. Des avancées technologiques spectaculaires dans le monde, notamment donc la baisse des coûts pour la production d'électricité photovoltaïque et sur les dernières années, une augmentation extrêmement rapide de leur déploiement, notamment en Chine et en Inde. La même chose pour les batteries qui permettent de stocker l'électricité, d'électrifier des usages de mobilité, donc baisse des coûts, augmentation des capacités. Des politiques publiques aussi d'efficacité énergétique, hein, de maîtrise de la demande, réduction du gaspillage alimentaire, hein, ou ralentissement de la déforestation nette, hein. Donc on sait ce qui fonctionne. Et un point que je veux souligner, c'est que dans les politiques publiques qui fonctionnent, celles qui sont mises en œuvre d'une manière efficace, c'est dans les pays où la qualité de la vie démocratique est la meilleure. C'est assez frappant ce lien entre, par exemple, la participation de la société civile et la qualité des politiques publiques de protection de l'environnement et d'action pour le climat. Agir pour le climat, c'est aussi vivre dans un climat qui change vite. Et donc, c'est aussi des enjeux d'adaptation. Donc, on voit des progrès de planification de l'adaptation, de sa mise en œuvre, mais c'est souvent pris secteur par secteur, pas avec une vision d'ensemble. Par exemple, une vague de chaleur avec une forte mortalité, on a des plans canicules. Une situation de crise d'eau, on essaie d'y répondre, mais on n'a pas une réponse d'ensemble. Il y a des limites, ce qui fait que les risques, enfin les impacts augmentent. Un décalage très net entre les efforts d'adaptation et ce qui serait nécessaire, et parfois des réponses inadaptées, ce qu'on appelle des maladaptations, donc qui créent elles-mêmes leurs propres risques. Et pour l'ensemble, les flux financiers sont insuffisants. Donc on a à la fois le rythme et l'ampleur des actions mises en œuvre, mais aussi des engagements actuels qui reste insuffisant pour limiter l'escalade des risques liés au changement climatique. Et ça, c'est avant la nouvelle administration américaine qui incarne, comme en Argentine, comme dans d'autres pays, une obstruction délibérée à l'action pour le climat. Donc les premiers choix de l'administration Trump, ça a été de freiner le déploiement des renouvelables, des véhicules électriques, de freiner même les politiques d'efficacité énergétique et même maintenant de s'attaquer aux sciences du climat elles-mêmes.
Alors, si on regarde dans le monde l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, je vous ai mis ici les évolutions jusqu'en 2023. Moi, je fais partie d'un groupe de scientifiques qui va publier prochainement une réactualisation jusqu'en 2024, mais elle n'est pas encore publique. Donc, ce qui est frappant, c'est de voir ce qui pèse le plus, vous voyez, et ce qui pèse le plus, c'est la partie violette. Donc, c'est les émissions de dioxyde de carbone qui viennent du fait de brûler du charbon, du pétrole et du gaz. C'est 70% de l'effet de serre supplémentaire, les énergies fossiles, avec l'effet CO2, puis aussi les fuites de méthane qui apparaissent ici en bleu foncé, à peu près la moitié liées aux énergies fossiles. Donc, premier facteur qui cause les émissions de gaz à effet de serre, l'accumulation de chaleur dans le climat, les énergies fossiles. Mais on a aussi d'autres gaz, notamment donc le méthane, qui est en particulier lié à l'élevage de ruminants dans le monde, en plus de la fuite des énergies fossiles. On a aussi des émissions de CO2 liées à la déforestation nette, donc c'est le CO2 lié au changement d'usage des terres en vert. Et puis on a des gaz fluorés liés à des processus industriels, les systèmes de refroidissement, et puis l'oxyde nitreux qui est aussi lié aux épandages, à l'utilisation d'engrais azotés. Et en fait, si on prend le système alimentaire dans son ensemble, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc vous voyez que ça continue à augmenter, mais ça augmente plus lentement qu'avant, et notamment pour les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, ça continue à augmenter, mais moins vite. Et si on veut regarder des choses encourageantes sur l'année dernière, depuis mars jusqu'à la fin 2024, les émissions de la Chine, premier émetteur mondial, ont cessé d'augmenter. Alors, ces émissions de gaz à effet de serre, il faut les prendre dans leur ensemble, hein, c'est la conséquence de tendances non durables, d'utilisation d'énergie fossile, d'utilisation des terres, de modes de production, consommation et style de vie. Les pays qui se sont industrialisés plus tôt pèsent davantage. Donc la France, elle est dans le top 10 hein, sur son cumul d'émissions de gaz à effet de serre historique. On a également des émissions par habitant très contrastées entre les différents pays du monde et à l'intérieur de chaque pays. Et dans le monde, les 10% des personnes aux revenus les plus élevés pèsent pour quasiment 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et on a la moitié de la population mondiale qui manque des services de base, qui n'est responsable que de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce qui est très net, c'est rendre accessible l'accès à une énergie propre pour ceux qui en manquent cruellement. Ça n'aurait que très peu d'effet hein, pour répondre aux besoins de base. Alors ensuite, sur ce qu'on met dans l'atmosphère, chaque gaz, il a des caractéristiques différentes. Le CO2, c'est celui qui pèse le plus. Et, il a en fait une durée de vie très longue quand on l'a émis dans l'atmosphère. Et sur ce qu'on émet chaque année, les 40 milliards de tonnes qu'on déverse chaque année dans l'atmosphère, on en a seulement à peu près la moitié qui s'y accumule. Et l'autre moitié, elle est naturellement reprise par l'océan, ce qu'on appelle le puits de carbone de l'océan, qui en récupère à peu près un quart chaque année. Ça conduit à l'acidification de l'océan. Donc c'est en fait un service que l'océan nous rend, mais un effet négatif pour la vie marine. Et puis du côté de la végétation, notamment des forêts, donc plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est plus de photosynthèse. Donc ça entraîne, et aussi avec des hivers plus doux, une saison propice à la végétation plus grande, ça fait que la végétation va capter plus de CO2 chaque année, mais ce puits de carbone terrestre, c'est à peu près chaque année l'absorption d'un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Il est sensible au climat. Et donc, avec des conditions notamment plus chaudes, plus sèches, eh ben, on peut avoir des dépérissements de forêt, des mortalités d'arbres. On peut avoir également des incendies de forêt. Et donc, plus le climat change, plus ça va saper l'efficacité de ce puits de carbone de la végétation. Même chose du côté océan, plus l'océan se réchauffe, moins il se mélange bien et moins il sera efficace pour capter en fait une partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors souvent on parle de décennies critiques et on parle de décennies critiques parce qu'on s'attend à engager une baisse nette des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc les politiques publiques actuelles, si on les extrapole, c'est plutôt une stagnation, une légère augmentation ou une stagnation des émissions sur la décennie qui vient. Si les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris à horizon 2030 sont tenus, ce serait une baisse graduelle. Et les promesses à elles seules de transition énergétique hors des énergies fossiles de la COP 28, à horizon 2030, si elles étaient tenues,
donc efficacité énergétique, renouvelable, elle permettrait d'éliminer à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre liées aux énergies fossiles d'ici 2030. Alors, je continue. Donc, on émet toujours plus de gaz à effet de serre. Du coup, leur concentration augmente dans l'atmosphère. Et là, j'ai repris, en fait, le panneau de suivi de l'Agence américaine Océan et Atmosphère. Vous savez, celle qui est la cible de l'administration Trump, qui cherche, en fait, à privatiser cette agence océanographique et atmosphérique publique, donc qui a licencié de l'ordre de 10 à 20% des personnels, qui sape en fait ses capacités de suivi, qui sape en fait, qui vise à réduire fortement les budgets de la recherche, comme pour la NASA et d'autres agences fédérales. Donc, ce suivi des gaz à effet de serre, on le fait dans différentes régions du monde. En France, on participe à un réseau international de mesure des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ce qui permet d'ailleurs d'établir ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire les émissions, mais aussi la partie puits de carbone et ce qui s'accumule dans l'atmosphère. Donc pour le niveau en CO2 dans l'atmosphère, on a plus de 400 parties par million dans l'atmosphère. C'est inédit sur de l'ordre de 3 à 14 millions d'années. Donc on recrée brutalement une atmosphère riche en CO2 comme on a eu à l'échelle géologique, à l'époque de climats très anciens et plus chauds. Pour la teneur en oxyde nitreux, c'est inédit sur plus d'1 million d'années. On n'a pas d'enregistrement plus ancien. Même chose pour le méthane. Ce que je voulais également souligner, c'est que certains composés uniquement dus aux activités humaines qu'on a émis dans l'atmosphère et qui détruisaient la couche d'ozone, qui avaient été interdits à partir des années 80, eh bien, on voit le résultat, c'est-à-dire que leur concentration, ces chlorofluorocarbures, leur concentration commence à baisser. On a les premiers signes de la récupération de la couche d'ozone de la haute atmosphère. Et les produits de substitution, qui sont les HCFC, on voit leur concentration qui augmente, et ce sont aussi des gaz à effet de serre très puissants, et qui vont graduellement être remplacés par d'autres gaz qui n'ont pas cet effet réchauffant pour le climat. Voilà, donc ça c'est juste pour montrer dans certains cas des politiques publiques de gouvernance, par exemple pour la couche d'ozone, qui ont commencé à porter leurs fruits, et puis l'importance d'arriver à des situations comparables pour les émissions de ces gaz à effet de serre. Alors je rappelle le principe de l'effet de serre, l'image que je donne aux enfants, c'est la suivante. Votre corps, c'est une planète, vous mangez, c'est votre source d'énergie, et puis vous rayonnez de la chaleur. Donc si vous vous mettez dans votre lit le soir, vous êtes une planète, vous perdez de la chaleur. Si vous mettez une couette, c'est l'effet de serre naturel, ça empêche une partie de cette chaleur de partir vers l'espace. Si vous rajoutez une deuxième couette, au début ça ne se voit pas trop l'effet, puis vous commencez à avoir plus chaud. Et si en permanence vous rajoutez des couettes, vous empêchez cette chaleur de votre corps de partir et c'est un réchauffement. C'est exactement la même chose pour la Terre. Donc on a l'ensoleillement, c'est la source d'énergie. Une partie est réfléchie par les sols gelés, par les nuages, les particules de l'atmosphère. Ensuite, ça réchauffe la surface des continents, de l'océan, le bas de l'atmosphère, qui ensuite émettent vers l'espace un rayonnement invisible, infrarouge, vers l'espace et vers la surface. Plus on ajoute des gaz à effet de serre, plus une partie, c'est comme si on fermait des petites fenêtres pour le fait que ce rayonnement infrarouge parte vers l'espace, et une partie plus grande revient vers la surface. Donc, plus on émet des gaz à effet de serre, plus en fait on empêche l'énergie de partir vers l'espace et elle s'accumule. En plus, le climat y réagit avec des boucles amplificatrices. Donc, par exemple, moins de neige, moins de glace, plus de rayonnement solaire absorbé, une atmosphère plus chaude avec plus de vapeur d'eau, plus l'effet de serre naturel de la vapeur d'eau qui s'ajoute. Donc, ça fait partie de ces boucles amplificatrices. Alors, cette énergie qui s'accumule, on en a 1% qui reste dans les basses couches de l'atmosphère, 5% c'est le réchauffement des sols, qui entraîne d'ailleurs un déplacement des aires climatiques pour les différents types de végétation. 3%, c'est la fonte des sols gelés en montagne et près de l'Arctique, des glaciers, du manteau neigeux, de la banquise près de l'Arctique, près de l'Antarctique, et puis de la grande calotte qui couvre le Groenland et qui couvre l'Antarctique. Et enfin, 90% de l'énergie qui s'accumule, elle rentre dans l'océan en surface et en profondeur. Et donc, on voit que l'océan, il amortit l'ampleur du réchauffement. Et en même temps, cette masse d'océan plus chaude,
elle va restituer cette chaleur à l'échelle de dizaines d'années vers l'atmosphère et elle va maintenir un climat plus chaud. Donc on est sur un changement qui est en fait irréversible à long terme. Alors souvent, quand on parle de climat, on peut regarder différents indicateurs. Celui que les gouvernements ont choisi, notamment dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, c'est le niveau de réchauffement planétaire. C'est un bon indicateur parce que beaucoup de conditions de vie pour les espèces à la surface de l'océan, sur les continents, puis pour nous qui habitons en surface, vont être directement liées au niveau de réchauffement planétaire. Alors si on regarde les changements de température à la surface de la Terre et de la mer, donc en moyenne globale, depuis 1850, vous voyez que ça fluctue d'une année à l'autre. Ça fluctue avec les échanges océan et atmosphère. Ça fluctue quand il y a une grosse éruption volcanique qui a souvent un effet refroidissant en mettant des poussières dans la haute atmosphère. Ça fluctue un tout petit peu avec les variations de l'activité du Soleil, c'est quasiment infime. Et donc, vous voyez donc des fluctuations plutôt naturelles, et puis ce réchauffement qui a démarré à partir du XXe siècle et qui a lieu à un rythme très rapide depuis les années 1950. Ce que vous voyez également, c'est en 2024 un niveau record de température qui, pour la première fois, a dépassé 1,5 degré de plus que le climat pré-industriel. Et donc, c'est cette tendance de long terme qui est liée à l'accumulation de chaleur dans le climat. Puis le petit coup de pouce en plus, c'est cette variabilité naturelle, un événement El Niño dans les tropiques qui correspond à un coup de chaud éphémère en plus et qui a fait atteindre pour la première fois ce niveau de température pour une seule année. Alors quand on parle de climat, on ne regarde pas sur une seule année, on regarde sur une dizaine, une vingtaine d'années, et c'est comme ça qu'on définit un niveau de réchauffement planétaire. Donc si on regarde ce réchauffement qui est observé, on a plusieurs manières de comprendre, d'attribuer ce réchauffement à différents facteurs. Donc on va bien sûr tenir compte de l'activité du Soleil et des volcans. Et si on n'avait que ce facteur-là, ben vous voyez qu'on aurait un climat relativement stable avec les fluctuations au moment des grosses éruptions volcaniques, des petits cycles solaires et c'est tout. Il n'y aurait pas d'accumulation de chaleur. Ça, c'est la courbe verte. Si on n'avait que les émissions de gaz à effet de serre comme influence humaine, en fait, on aurait un réchauffement encore plus fort que ce qui est observé, parce qu'en réalité, les activités humaines, elles émettent aussi des particules de pollution qui ont un effet, on va dire, parasol, direct ou en favorisant certains nuages, qui masquent en fait une partie de ce réchauffement. C'est ce qu'on voit en bleu. Et quand on prend en compte les facteurs naturels, les facteurs liés aux activités humaines, on explique bien en fait toutes les caractéristiques observées. Et ces aspects-là, c'est-à-dire comprendre comment le climat réagit, l'influence humaine sur le climat, les premières bases scientifiques, elles remontent aux années 60-70. Elles n'ont fait que s'affiner depuis. Et le réchauffement qui est observé, il avait été bien anticipé, en fait, toutes ces caractéristiques, plus fort au-dessus des continents, le fait que ça rentre en profondeur dans l'océan, comment ça joue sur le profil de température, de vapeur d'eau, le recul de la banquise ou de l'enneigement, tout ça, en fait, avait été anticipé dès les années 1980. Alors, par rapport à cet état des lieux, je pense que les choses importantes à retenir, c'est le niveau de réchauffement observé, si on prend les derniers 10 ans, pas une seule année, hein, il est autour de 1,25 degrés maintenant. Et la partie qu'on peut attribuer aux activités humaines, elle est égale à l'ampleur de ce réchauffement observé, avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, un petit peu masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Et si on regarde depuis les années 2000, bonne nouvelle, pour améliorer la qualité de l'air, on émet moins de ces particules de pollution, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Et du coup, on perd un peu cet effet de masque. Et du coup, les deux facteurs, moins de particules de pollution, plus de gaz à effet de serre, jouent tous les deux dans le sens du réchauffement. Et c'est pour ça que le rythme des réchauffements, il est encore plus élevé en ce moment que les décennies précédentes. Alors, une conséquence directe de l'accumulation de chaleur dans le climat, bah, c'est l'océan qui rentre 90% de cet excès de chaleur et qui gonfle, exactement comme le mercure dans un thermomètre. Et puis, l'eau qui était stockée dans les glaciers au Groenland et sur le continent antarctique, comme on a un écoulement plus rapide et une fonte plus forte Groenland et Antarctique et des glaciers, bah, cette eau rejoint l'océan. Et donc, c'est l'ensemble de ces facteurs qui contribuent à la montée du niveau de la mer, dont le rythme accélère.
Donc la montée du niveau de la mer, c'est à peu près 20 cm depuis 1900. Le rythme, c'était à peu près 2 mm par an dans les années 90. C'est maintenant plus de 4 mm par an. Donc ça, c'est aussi une des conséquences de cette accumulation de chaleur dans le climat. Alors, est-ce qu'on en voit les effets? On commence à le voir. Avec 20 cm de montée du niveau de la mer, quand vous avez une marée haute et une tempête très intense, vous allez avoir des records de niveau marin plus élevés. Et donc, vous augmentez le risque de submersion, de dépasser en fait les ouvrages de protection sur les littoraux. Ça entraîne aussi des intrusions d'eau salée dans les estuaires ou pour les aquifères côtiers. Ça augmente aussi l'érosion du littoral. Et même, par exemple, à Cayenne, en Guyane, ça augmente les inondations chroniques juste à marée haute, sans tempête. C'est-à-dire vous avez un beau ciel bleu, pas de tempête, et vous avez à chaque marée haute des formes d'inondations chroniques. C'est aussi le cas en Floride, par exemple. Donc on commence à en voir le début. Et c'est souvent par ces événements extrêmes, niveau marin record, mais aussi les événements météorologiques extrêmes, qu'on est directement touché par les conséquences de cette accumulation de chaleur. Donc la chose à retenir, c'est que plus le climat se réchauffe, plus on a une possibilité d'avoir des événements de température très chauds, plus fréquents, plus intenses, plus longs. Donc c'est ce qu'on observe sur tous les continents. Chaque hexagone, c'est une région du monde. Ici, on est en Europe de l'Ouest, là, c'est la Méditerranée, les Caraïbes, les petites îles du Pacifique. Et donc, plus le niveau de réchauffement planétaire monte, plus on va avoir des extrêmes chauds, plus fréquents, plus intenses. Et ça, c'est amplifié dans les villes qui ont des effets d'îlots de chaleur urbains. La deuxième chose, c'est que quand on a une période de manque de pluie, dans un climat plus chaud, ça va aspirer davantage, vider plus rapidement l'humidité des sols, parce qu'une atmosphère plus chaude, elle va entraîner une évaporation, une transpiration des plantes plus intense. Et donc, ça aggrave ce qu'on appelle les sécheresses agricoles, c'est-à-dire le manque d'eau dans les sols. Et vous voyez les régions où le signal est très clair, c'est notamment le pourtour de la Méditerranée, la Californie, beaucoup de régions en Afrique et l'Europe de l'Ouest en été. Et puis enfin, une atmosphère plus chaude, elle peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez une même trajectoire de l'air, un orage, une tempête, un cyclone tropical, eh bien dans un climat plus chaud, ça peut donner lieu à des cumuls de pluie plus importants. Et c'est ce qu'on observe. C'est ce qu'on observe par exemple pour les épisodes méditerranéens en France. Les records de pluie dans la région méditerranéenne augmente parce que le climat s'est réchauffé. Et donc, vous voyez le signal qui est très net dans toutes les régions qui apparaissent en vert, notamment au nord de l'Europe, mais aussi en Europe de l'Ouest. Et je vous ai mis là le lien vers deux sites, World Weather Attribution et Climameter, qui sont deux projets de recherche où chaque fois qu'on a un événement extrême à fort impact, on applique des méthodes d'évaluation rigoureuses, où on va comparer ce type d'événement dans un climat qui ne change pas, donc simplement la variabilité naturelle, rare, et puis dans un climat influencé par les activités humaines, donc qui se réchauffe. Et ces méthodes, elles permettent, pour un événement spécifique, d'évaluer en quoi il a été rendu plus probable, plus intense, parce que nous avons affecté le climat. Ça a été fait, par exemple, pour les pluies qui ont conduit aux inondations dans le Pas-de-Calais récemment. Et la conclusion, c'est 10 à 20% de pluie en plus pour ces événements-là. Même chose pour les tempêtes qui ont entraîné des inondations dans beaucoup de régions françaises cet automne. Même chose pour tous les épisodes de canicule. À chaque fois, la conclusion est très claire. Ce type d'événement aurait parfois eu une probabilité infime de se produire en climat pré-industriel et devient de plus en plus fréquent, de plus en plus intense à mesure du réchauffement planétaire. Et quand on a préparé cette présentation, Ingrid, vous m'avez demandé en fait de partager en fait la réflexion, pas simplement par rapport au climat lui-même, mais aussi par rapport aux vulnérabilités. Et donc en fait, les risques, les impacts, c'est pas simplement ces caractéristiques climatiques, ces aléas qui donc dépendent du niveau de réchauffement planétaire, c'est la manière dont ça va dépendre de l'exposition à ces aléas. Donc, par exemple, en France, on a 10 millions de maisons sur des sols argileux. C'est une très forte exposition aux endommagements de maisons liés aux sécheresses plus fréquentes, plus intenses. Ça, c'est l'exposition. Ou combien de maisons on a construites en zone inondable. Ça, c'est l'exposition. Et puis ensuite, on a l'effet vulnérabilité. Par exemple, on n'est pas égaux face aux canicules. Les personnes âgées, notamment les femmes,
les personnes malades, les très jeunes enfants ont beaucoup plus de mal à réguler leur température, à maintenir une température viable lors des événements très chauds. Et donc, on a des vulnérabilités physiologiques différentes face à la chaleur. Et on le voit bien quand on regarde la surmortalité lors des vagues de chaleur qui touche de manière disproportionnée les personnes âgées et notamment les femmes. Et dans le monde, on a 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des contextes de vulnérabilité élevée au changement climatique. Ça peut être par exemple des difficultés d'approvisionnement en eau, ça peut être aucun abri quand on est dans des habitats précaires face à la chaleur, par exemple, aucun endroit frais qui permet en fait d'assurer un minimum de confort thermique, par exemple la nuit. C'est les personnes dont les revenus sont très sensibles aux aléas climatiques, pêche, forêt, production agricole, qui sont en fait en première ligne parce que ça va affecter à la fois leurs conditions de travail physiques, mais aussi ça va affecter leurs revenus directement. Et puis la moitié de la population mondiale fait déjà face à de graves pénuries d'eau, plusieurs semaines, plusieurs mois par an. Et on voit bien que dans un climat plus chaud qui va vider plus vite les sols de leur humidité, cette partie de la population mondiale, elle est plus directement affectée que dans des régions, on va dire, plus arrosées. Et puis les effets du changement climatique, ils touchent aussi la biodiversité, les écosystèmes. Donc, les premiers facteurs qui pèsent sur les écosystèmes et la biodiversité, c'est la surexploitation, c'est la destruction des milieux, des habitats, ce sont les sources de pollution locale et puis les espèces invasives, mais le changement climatique s'y ajoute. Par exemple, en France, on a une forte augmentation depuis 10 ans de la mortalité d'arbres avec des étés chauds et secs, des échecs de reboisement d'ailleurs. Et la forêt française, il y a 10 ans, elle absorbait quasiment 10% en s'accroissant de nos émissions de CO2 chaque année. Eh bien, ce puits de carbone des forêts gérées en France a été divisé par 2 en 10 ans parce qu'on a une moindre croissance des arbres, une augmentation de la mortalité, ce qui pose vraiment de manière aiguë la question de la gestion durable des forêts et puis des limites de ce puits de carbone forestier dans un climat plus chaud. En mer, on a de multiples facteurs qui affectent la vie marine. Ça va être l'objet de la conférence de l'ONU pour l'océan en juin, dans un contexte géopolitique très difficile. Donc, l'océan se réchauffe avec des vagues de chaleur marine qui entraînent les blanchissements de coraux, par exemple, la mortalité d'autres espèces en Méditerranée. On a l'acidification de l'océan, un océan plus chaud qui rentre moins d'oxygène en profondeur, la montée du niveau de la mer. Et donc, la vie marine, elle fait face à de multiples facteurs de stress. Et on a déjà en fait une baisse du potentiel de prise de pêche durable dans les tropiques, notamment parce que les espèces marines, elles se déplacent de plusieurs dizaines de kilomètres par décennie, simplement pour essayer de conserver leurs habitats. Donc, ce qu'on observe dans le monde, c'est une généralisation d'impacts qui s'aggrave et de pertes et de dommages. Donc, via les situations de pénurie d'eau, via les effets climat sur les rendements des cultures, la productivité, la santé des animaux d'élevage, les pêcheries, l'aquaculture. Ça va jouer aussi sur les villes et les infrastructures, notamment à travers les inondations littorales. Et c'est notamment lorsqu'on a des cyclones tropicaux dont la partie la plus intense augmente, c'est-à-dire il n'y a pas plus de cyclones, mais la proportion de cyclones tropicaux de catégorie 4 ou 5 augmente. Et c'est ça qui a le plus d'effet à long terme, notamment sur les infrastructures des villes concernées et l'activité économique, des effets parfois sur 10 ou 20 ans. On a des effets sur la santé, donc la surmortalité lors des épisodes chauds, mais également avec les situations de manque d'eau ou d'inondation, des effets sur les maladies infectieuses. On a également des effets via les vecteurs de maladies, par exemple les zones propices pour les moustiques qui sont modifiées et la réplication des virus ou des bactéries dans les insectes qui augmentent dans un climat plus chaud. Donc ça concerne notamment par exemple la dengue, dont la France devient propice, mais ça concerne aussi des maladies qui touchent les animaux d'élevage, comme un ensemble de maladies transmises par des petits moucherons, les culicoïdes, qui étaient présents dans les régions tropicales et avec des hivers plus doux, qui sont maintenant présents en Europe de l'Ouest, en France, et qui sont source de maladies coûteuses pour les éleveurs en ce moment.
Alors, ce que je veux également donc souligner, c'est que ça concerne donc les écosystèmes, leurs fonctions, leurs services. Et donc, c'est important aussi de comprendre ces interdépendances, les effets directs pour les activités humaines et les effets via l'approvisionnement, la perte des services rendus par les écosystèmes également. Par exemple, les zones humides qui jouent un rôle important de stockage, déstockage d'eau et qui peuvent être aussi affectées par ce changement climatique. Donc, à retenir hein, pour la situation actuelle, donc des impacts qui s'aggravent, qui sont dus à l'exposition aux risques climatiques, aux vulnérabilités et à des réponses d'adaptation insuffisantes. Et les aléas eux-mêmes, les facteurs climatiques générateurs d'impact, les extrêmes chauds, l'acidification de l'océan, la montée du niveau de la mer, le recul des glaciers, les conditions propices aux incendies, hein, chaudes et sèches, ou les situations de sécheresse agricole, ça va augmenter avec chaque dixième de réchauffement supplémentaire. Alors, ce sont des enjeux de justice. Pourquoi? Parce que les communautés les plus vulnérables, qui ont historiquement le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement actuel, elles sont affectées de manière disproportionnée. Donc vous avez là un indice de vulnérabilité humaine par pays. Alors c'est réducteur, hein, parce qu'en fait, à l'intérieur d'un pays donné, il y a aussi de très grandes inégalités. Et en métropole ou dans les outre-mer, les indices de vulnérabilité, par exemple, ne sont pas les mêmes. Et dans une ville donnée, selon par exemple, les habitats dans lesquels on vit, leur performance thermique, on a aussi des vulnérabilités différentes. Mais là, c'est juste un indicateur à grande échelle. Et donc, vous pouvez mettre en regard ces indices de vulnérabilité face aux pays qui, eux-mêmes, ont le plus contribué historiquement aux émissions de gaz à effet de serre. Premier contributeur historique, les États-Unis, qui sortent de l'accord de Paris, qui ne veulent pas du tout être redevables d'aucune responsabilité par rapport aux dommages induits par leurs activités. Ensuite, maintenant, c'est la Chine hein, qui est passée devant l'Union européenne, donc à peu près deuxième et troisième au niveau cumul historique des émissions de gaz à effet de serre. Et les engagements de la Chine, s'ils sont tenus, feraient qu'elle ne rattraperait jamais le cumul historique des émissions américaines. Puis ensuite, on a la Russie, un ensemble de pays européens, et les pays les plus vulnérables ont souvent très peu contribué historiquement. Ça fait partie d'une évaluation qui est en cours de la Cour internationale de justice qui a été saisie au départ par des étudiants en droit d'une petite île du Pacifique, puis par l'ensemble de l'Assemblée générale des Nations unies, et qui instruisent la question des obligations des États par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, par rapport notamment aux droits humains fondamentaux et par rapport aux risques disproportionnés pour des pays particulièrement vulnérables comme les petites îles. Alors, au-delà de ces enjeux de justice climatique, y compris au niveau international, il faut souligner que la France, elle est particulièrement exposée aux aléas climatiques. Des enjeux dans les villes de santé publique, notamment liés à la morbidité, la mortalité liée à la chaleur. Des enjeux d'approvisionnement en eau, comme on a vu en 2022, beaucoup de communes qui avaient des ruptures d'approvisionnement en eau. Des pertes croissantes de rendement pour la production agricole, viticole, très nettes hein, ces dernières années. La question de l'habitabilité de certains territoires, notamment en montagne, avec des glissements de terrain, des difficultés par rapport aux voies de transport qui augmentent. Question d'habitabilité pour les littoraux également. On a des inégalités d'exposition, des vulnérabilités importantes, notamment dans les outre-mer. On a vu par exemple la situation très grave à Mayotte, avec sécheresse et puis les conséquences d'un cyclone tropical de forte intensité. On voit en fait régulièrement des situations de gestion de crise qui montrent les limites aux capacités d'adaptation. On a une augmentation des coûts économiques qui pose aussi la question de l'assurabilité face aux risques climatiques. On le voit déjà par rapport au retrait-gonflement des argiles. Aux États-Unis, les assureurs se sont retirés des risques feux de forêt, inondations. Et il est important de s'assurer de l'égalité face à l'accès à l'assurance. Mais du coup, ça entraîne une augmentation du coût porté par l'ensemble des activités. Et par exemple, vos assurances habitation ont augmenté pour augmenter les cotisations au fonds catastrophes naturelles, qui permet en tout cas d'avoir un minimum de socle commun, qui est une particularité française de mutualisation de risques. Donc le réchauffement en France et en Europe, il est plus prononcé que la moyenne planétaire.
pour à peu près 1,25 degré de réchauffement dans le monde. On est déjà à plus de 2 degrés en France et en Europe. Et vous voyez le niveau de réchauffement de ces dernières années, particulièrement remarquable. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cet état des lieux, où nous en sommes aujourd'hui, si c'était clair, si je vous ai appris des choses, vous aviez déjà une bonne compréhension de la situation actuelle. Alors, on a juste une question, peut-être, mais je ne sais pas, Ingrid, si on prend la question maintenant ou après, mais c'était par rapport aux pluies extrêmes et les politiques d'urbanisme concernant les inondations et le ruissellement, mais voilà, peut-être que tu pourrais y répondre plus tard, enfin, Ingrid pourra vous interroger plus tard ou autre, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, il y avait cette question d'inondation, ruissellement et urbanisme. Oui, oui, c'est une question très importante. On a beaucoup construit en fait en zone inondable, en plaine inondable. On continue d'ailleurs à le faire. Et quand vous regardez les plans de prévention des risques inondations, ils ont été construits principalement en faisant l'hypothèse d'un climat stationnaire. C'est-à-dire, dans un climat qui ne change pas, quel est le temps de retour des pluies les plus importantes euh, donc, souvent dimensionné en regardant la pluie qui revient tous les 100 ans, la pluie qui revient tous les 20 ans, en fait, et en mettant l'accent sur les débordements de cours d'eau. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une augmentation des inondations par pluie extrême très intense en quelques heures et ruissellement. Et donc, on a deux facteurs liés aux activités humaines qui les dopent. Le climat qui se réchauffe, qui augmente les pluies extrêmes, et puis notre utilisation des terres, notre aménagement, l'urbanisation, les pratiques agricoles qui peuvent tasser les sols, enlever les haies, et donc favoriser aussi un ruissellement rapide. Et donc, du coup, le défi, c'est comment on rentre dans les plans de prévention des risques inondations, dans les trajectoires de référence pour l'adaptation, l'évolution des pluies extrêmes. Et puis les réponses, là, ça va être des réponses qui vont aussi porter sur de la désimperméabilisation dans les villes. Ça va aussi porter sur la capacité à avoir des alertes très rapides pour se mettre à l'abri lorsqu'on a ces événements de pluie intense inondation, hein, qui sont des inondations très rapides pour lesquelles il faut arriver très vite à mettre à l'abri les personnes, les véhicules notamment. Donc sur le futur possible, le travail scientifique qui est fait, c'est d'abord un travail de scénario. Donc on a des narratifs très contrastés qui balayent tout un large champ de choix de développement très intensifs en énergie fossile, des scénarios de forte croissance, forte utilisation d'énergie fossile, des scénarios en fait qui mettent un curseur très fort sur la soutenabilité dans toutes ses dimensions, hein, sociales, environnementales, et puis des scénarios qui sont plutôt la poursuite en fait du développement actuel, ou des scénarios d'un monde très fragmenté, des replis nationalistes, des barrières au commerce, de fortes inégalités. Donc en fait, ça, c'est les narratifs socio-économiques. Et puis ensuite, on va traduire ces scénarios socio-économiques en utilisation des terres, politique de contrôle de la pollution, émissions de gaz à effet de serre. C'est cela qui permet ensuite de quantifier quel sera l'effet sur le climat. Donc je le résume, hein, donc c'est des scénarios socio-économiques qui ont des implications sur les émissions de gaz à effet de serre, de polluants, sur l'utilisation des terres. Donc ça, c'est tout un travail d'un ensemble de disciplines scientifiques. Ensuite, vous allez avoir le travail de ma communauté, hein, qui est la modélisation du climat, des puits de carbone, et donc qui va permettre, pour un scénario donné, de quantifier ses conséquences pour le niveau de réchauffement planétaire. Et puis ensuite, ce niveau de réchauffement planétaire, il va affecter le climat dans les différentes régions, les facteurs climatiques générateurs d'impact, mais ils vont interagir avec l'exposition, la vulnérabilité, les réponses qui sont mises en œuvre selon les scénarios socio-économiques. Donc ça va entraîner différents types d'impacts et de risques. Et donc c'est de cette manière-là, en fait, qu'on caractérise les risques futurs, hein, qui dépendent à la fois des émissions, du niveau de réchauffement planétaire, mais aussi de l'action d'adaptation mise en œuvre ou pas mise en œuvre. Alors la chose la plus importante à retenir, c'est que le réchauffement futur, en premier lieu, il va dépendre du cumul des émissions de CO2 dans le monde. Donc là, c'est cette relation étroite, malgré la complexité, hein, du fonctionnement du climat, des puits de carbone. Cette relation étroite, elle a été établie depuis, je dirais, les années 2010, et elle n'a fait qu'être confirmée et affinée. Donc là, c'est représenté à horizon 2050.
Donc le point important, c'est que dans l'état de nos connaissances, si on mettait les émissions de CO2 à zéro, on n'aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire. D'accord? Ce n'est pas l'inertie du climat qui va jouer pour le réchauffement à venir, c'est nos émissions à venir. Mais nos émissions à venir, elles sont aussi liées à nos infrastructures. Quand on commercialise une voiture thermique, elle va continuer à émettre en fait des énergies, à consommer des énergies fossiles, à émettre des gaz à effet de serre pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Pareil sur un chauffage à gaz. Pareil sur une centrale thermique. Là, c'est plutôt de l'ordre de 30 à 50 ans. Et donc, là où est l'inertie, c'est dans ces infrastructures fossiles qui, en fait, sur leur durée de vie, sont associées à des émissions à venir, sauf si on les arrête plutôt que ce qui était prévu. Alors, donc, la chose importante à retenir, c'est le niveau de réchauffement à venir, il va dépendre des émissions à venir. Et si on veut limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, c'est l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, ou proche de 1,5 degré, c'est son aspiration, on peut le traduire en marge de manœuvre qui nous reste. La marge de manœuvre qui nous reste pour limiter le réchauffement proche de 1,5 degré, aujourd'hui, on l'estime de l'ordre de 4 à 5 ans au niveau des émissions actuelles. Donc, si les émissions elles restent au niveau actuel encore 4 ou 5 ans, inéluctablement, le niveau de réchauffement planétaire va dépasser 1,5 degré. On a une marge de manœuvre un peu plus grande pour contenir le réchauffement sous 2 degrés, mais les infrastructures fossiles existantes, déjà là, si on les maintient sur leur durée de vie prévue pour la rentabilité économique des projets, ça va en fait émettre à peu près autant que ce qui nous reste pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Donc, investir davantage dans les énergies fossiles ou dans les infrastructures fossiles, c'est incompatible avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, c'est très net. Ce que je veux aussi préciser, c'est que c'est montré ici à horizon 2050, parce qu'au-delà, on a plus d'incertitudes. Plus le climat change, plus on va rentrer dans un monde incertain, avec des dégradations d'écosystèmes, plus d'incertitudes sur la capacité de l'océan, de la végétation, spontanément en fait, à stocker toujours plus de carbone. Et donc, cette relation devient plus incertaine dans un monde plus chaud. Donc ça, c'est la même version de la figure que je vous avais montrée au début, les codes barres du réchauffement, le réchauffement actuel et futur. C'est juste pour illustrer, donc vous avez là différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre futures, très contrastés, un scénario de très forte baisse, on divise par 2 d'ici 2030, on atteint la neutralité carbone dans le monde vers 2050. Donc on n'est pas sur cette trajectoire-là. Une trajectoire intermédiaire qui ressemble plus à l'extrapolation des politiques publiques en orange, donc une stagnation ou une augmentation faible jusqu'en 2050 et puis ensuite une baisse lente. Puis après, des scénarios de très fortes émissions de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus sur les trajectoires très fortes, on est plutôt sur une trajectoire intermédiaire. Alors, une trajectoire intermédiaire, qu'est-ce que ça impliquerait pour le climat? Ça impliquerait de dépasser 1,5 degré de réchauffement vers 2030, de dépasser 2 degrés de réchauffement dans le monde vers 2050, et puis d'être proche de 3 degrés en fin de siècle. Si on veut limiter le réchauffement à un niveau plus bas, c'est les trajectoires bleu foncé, par exemple, sous 2 degrés, ça demande une forte baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre plus rapide, et puis d'atteindre la neutralité carbone entre 2050 et 2070 dans le monde. Si on arrive à baisser plus fort les émissions de gaz à effet de serre, en fait, on verrait le rythme de réchauffement se ralentir au bout d'une vingtaine d'années. Donc c'est quelque chose qui est en fait relativement rapide. Donc, en termes de risque, d'abord, on va parcourir qu'est-ce que c'est un monde 1,5 degré, 2 degrés ou même 4 degrés plus chaud. Donc, si on regarde en fait la carte des changements de température, plus vous montez le curseur au niveau mondial, plus vous le montez sur toutes les régions du monde, et notamment sur les continents. Donc, par exemple, 2 degrés de plus vers 2050 dans le monde, ça veut dire 3 degrés de plus, quasiment 3 degrés de plus en France à ce moment-là. Et puis, si on regarde les changements de la répartition des pluies, plus le climat se réchauffe, plus on va doper le cycle de l'eau, mais avec des effets contrastés. Donc, on a tendance à humidifier les pluies de mousson, mais on a tendance à assécher les régions méditerranéennes, parce qu'en fait, on a un changement de la circulation atmosphérique de grande échelle qui entraîne de l'arrivée d'air plus sec
dans les régions de climat méditerranéen. Donc, les régions froides plus humides, plus d'humidification dans les régions de mousson avec plus de gaz à effet de serre et une tendance à l'assèchement dans les régions de climat méditerranéen. Et si on regarde sur les événements extrêmes, par exemple, le jour le plus chaud de l'année, en fait, à mesure du réchauffement planétaire, ça augmente. Et vous le voyez peut-être, mais les régions où ça augmente le plus, c'est par exemple le nord de l'Afrique, le tour de la Méditerranée, l'Europe de l'Ouest, la région de l'Amazonie, la région du sud de l'Afrique. Donc c'est là où les extrêmes chauds s'amplifient le plus, parce que ce sont des régions qui s'assèchent, donc avec une baisse de l'humidité des sols en moyenne annuelle, parce que quand les sols sont vides, ils ne peuvent plus évaporer ou transpirer, et on a surchauffe en surface. Donc il y a un couplage assèchement et extrême chaud. Et même dans les régions qui s'assèchent, dans un climat qui se réchauffe, on va avoir la poursuite de l'augmentation des records de pluie, donc la quantité de pluie pour le jour le plus pluvieux de l'année. Alors ça, je vais passer. Je vais passer aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si on prend les extrêmes chauds et puis le cas de la France? J'ai un travail qui a été fait en Île-de-France à la demande de la ville de Paris. C'était de dire, est-ce qu'on peut avoir 50 degrés à Paris? Parce que ce type de plage de température est déjà atteint dans des villes qui ne sont pas dans des bandes de latitude très éloignées de la région parisienne. Et donc, le travail scientifique qui a été fait, c'est pour le climat actuel, donc 1,2 degré de réchauffement. On a déjà une augmentation de l'intensité et de la fréquence. On a eu déjà plus de 40 degrés à Paris. Mais atteindre 50 degrés, même avec les effets d'îlot de chaleur, dans le climat actuel, c'est impossible sur la base des connaissances que l'on a aujourd'hui. Par contre, dans un monde 2 degrés plus chaud, vers 2050, donc vous voyez dans le monde une forte augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces extrêmes chauds, avoir jusque 50 degrés à Paris devient une éventualité rare, mais possible. Donc ça, c'est le type d'information qu'on peut aller chercher dans les connaissances en sciences du climat. Et ça, c'est important parce que pour des infrastructures critiques, les systèmes de stockage de la nourriture, le rafraîchissement de zones qui hébergent des publics fragiles, par exemple les hôpitaux, le fait que les réseaux de chaleur, les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications, les systèmes de voies ferrées fonctionnent, même avec 50 degrés en été, ça demande à être anticipé au fur et à mesure de l'entretien, de la rénovation. Et si on n'anticipe pas, on aura des situations de crise terribles si un tel événement se produit. Alors, c'est la même chose en fait pour les pluies extrêmes, donc 7% de plus dans le monde par degré de réchauffement. Donc, à horizon par exemple 2 degrés, on s'attend à avoir jusque 14% de plus sur les records de pluie et des événements qui étaient très rares qui vont devenir plus fréquents. Et c'est les choses à anticiper dans la prévention des risques d'inondation. Je vais également donc juste donner quelques exemples de risques clés. Donc là, c'est les espèces animales exposées à des conditions de température potentiellement dangereuses pour elles, des coraux, des espèces qui vivent dans les rivières, par exemple, dans les mares, les amphibiens, les poissons, etc. Et ce que l'on voit, c'est que plus on monte le niveau de réchauffement planétaire, plus en fait il y a un pourcentage important d'espèces qui rentrent dans des plages de température extrêmement hostiles. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Si on veut préserver la diversité biologique, les écosystèmes, limiter le réchauffement le plus possible. Mais protéger les écosystèmes, c'est aussi favoriser les déplacements d'espèces pour qu'elles puissent conserver leur zone favorable. Ça veut dire aussi réduire tous les autres facteurs de stress, la surexploitation, les pollutions, la destruction d'habitats, renforcer par exemple les aires marines protégées, puis relier les unes aux autres pour que les espèces puissent se déplacer, et même chose sur les continents. Donc si on regarde pour les écosystèmes, plus le niveau de réchauffement planétaire monte, plus on anticipe une perte de diversité biologique, des changements de structure des écosystèmes, la poursuite de l'augmentation de la mortalité d'arbres et des conditions propices aux incendies de forêt, notamment en région méditerranéenne, et puis les pertes de carbone de ces écosystèmes. Et l'ensemble des écosystèmes marins vont être de plus en plus touchés, pas seulement les coraux d'eau chaude, mais aussi les forêts de grandes algues, les laminaires, et les espèces qui y vivent, les espèces qui vivent dans les herbiers côtiers ou les côtes rocheuses ou les marais salés. Et donc, le point important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, tous ces écosystèmes, ils nous rendent beaucoup de services.
On peut s'appuyer sur les zones humides pour stocker et déstocker de l'eau. On peut restaurer des écosystèmes sur les littoraux qui freinent l'érosion, par exemple, des littoraux lors des tempêtes et de la montée du niveau de la mer. Donc aujourd'hui, on a un large portfolio de réponses qui peuvent s'appuyer sur ces écosystèmes, mais plus le climat va changer fort et vite, plus on va perdre, nous, des leviers d'action, des services que nous rendent ces écosystèmes, et on va aussi assez vite toucher à des limites liées à l'eau. Donc ça, c'est les limites dures liées à un climat qui se réchauffe. Quelle quantité d'eau sera disponible avec moins de neige, moins de glaciers, moins de déstockage en été? Et donc, quelles contraintes on va avoir par rapport à l'eau disponible qu'on peut prélever, notamment dans les rivières, dans les fleuves, en tenant compte des écosystèmes et des besoins humains. Et ça, c'est des choses clés à anticiper. Donc, ça pose vraiment des questions de transformation de pratiques, sachant que les prélèvements d'eau, ils sont liés à nos usages à nous, ils augmentent avec la chaleur, ils sont liés au refroidissement des systèmes industriels ou énergétiques, mais ils sont aussi liés beaucoup en été à l'irrigation. Et donc, ça pose aussi la question des transformations, pas simplement des pratiques agricoles, mais des choix d'alimentation qui conditionnent en fait ce qu'on va irriguer ou non comme culture. Donc, on est sur des risques pour la santé liés à l'augmentation des conditions chaudes et humides qui posent des risques pour une activité physique en extérieur. Donc, c'est déjà le cas plusieurs mois par an aujourd'hui. Et la durée, le nombre de jours par an où on va avoir des conditions très difficiles pour avoir une activité physique en extérieur, donc ça concerne l'activité agricole, le travail dans le secteur des bâtiments, puis pour d'autres, les activités de loisirs sportives. On voit que ça augmente fortement avec chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire. Mais les risques, par exemple, liés à la chaleur, donc ils augmentent avec le niveau de réchauffement planétaire, mais on peut les limiter en partie si on adapte en fait nos villes, nos systèmes de santé, si on fait en sorte de rendre accessibles, par exemple, des îlots de fraîcheur dans les villes, si on s'assure d'avoir des systèmes de santé qui peuvent répondre aux besoins lors des pics de température. Et donc, c'est pour ça qu'on a des liens étroits santé-climat et que l'action pour le climat, c'est aussi, pour de multiples raisons, un enjeu de santé publique. Alors, je vous disais tout à l'heure, le potentiel de prise de pêche, il a déjà diminué dans les régions tropicales et ça va continuer à être le cas à mesure du réchauffement. On a une grosse incertitude sur le potentiel de pêche durable dans les régions polaires, arctiques ou antarctiques, avec le recul de la banquise, parce qu'on a des écosystèmes fragiles qui sont bouleversés, avec notamment les déplacements d'espèces. Et c'est un facteur de tension géopolitique croissant, y compris du côté de l'Arctique, où se positionnent de nombreuses pêcheries, y compris asiatiques. Donc c'est aussi un vecteur en fait de tension et qui pose de nouveaux défis de coopération, de gestion durable des pêcheries, qui s'appuient sur la compréhension des écosystèmes et leur gestion durable. J'ai pris l'exemple là des rendements de maïs. Le maïs tel qu'il est cultivé aujourd'hui, les espèces qu'on utilise aujourd'hui, elles ont un pic de production puis une chute de rendement au-delà de 35 degrés. Et donc les régions qui apparaissent en violet, c'est les régions où on s'attend à avoir des baisses de rendement de la production de maïs. Et les régions qui apparaissent en vert, c'est là où les régions deviendraient plus favorables. Donc vous voyez que ça se déplace vers les pôles. Donc dans les situations où on a, par exemple, vague de chaleur, sécheresse, baisse de production alimentaire, baisse de capacité de travail en extérieur, c'est là où on rentre dans des risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer, parce qu'en fait, on va avoir les ménages fragiles qui ont moins de revenus parce qu'ils peuvent moins travailler parce qu'il fait chaud et sec. Donc, une diminution de la qualité des sols, de la production alimentaire, une augmentation du coût de l'alimentation, et ça va saper la sécurité alimentaire. Et très rapidement, ça augmente les risques de malnutrition, notamment pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Et c'est ce qu'on commence à voir augmenter dans un certain nombre de régions. Il y a suffisamment d'alimentation pour répondre aux besoins, mais l'accès à l'alimentation qui est conditionné par le prix et les revenus devient fragilisé si on n'anticipe pas l'augmentation de ce type de risque. Et puis quand on parle des enjeux d'équité et de justice, on a bien sûr les enjeux entre générations. Et si on prend des gens nés dans les années 1960 et qu'on regarde tout au long de la vie, de leur vie, combien de fois ils seront exposés à des vagues de chaleur, vous voyez une évaluation.
Si on prend des gens qui naissent en 2020, donc les enfants d'aujourd'hui, en fonction du niveau de réchauffement planétaire, limité ou pas au cours de ce siècle, vous voyez que les enfants d'aujourd'hui, ils vont être exposés de manière disproportionnée aux événements extrêmes, pas uniquement aux vagues de chaleur, hein, mais les autres également. Et notamment, la plupart de la jeunesse, elle se situe dans les régions tropicales aujourd'hui, dans des pays particulièrement vulnérables, et elle va être exposée de manière disproportionnée à l'intensification des événements extrêmes. Donc, on est sur des enjeux de sécurité humaine, je pense que c'est clair. Donc, sécurité alimentaire, et plus le niveau de réchauffement planétaire augmente, plus le risque d'insécurité alimentaire augmente, mais il dépend très fortement des choix socio-économiques. Plus on a une hausse rapide de la démographie, plus on a une hausse de la demande alimentaire, notamment en viande et en huile, plus ça augmente la pression sur les terres. Et si en plus on a une partie importante des petits producteurs qui sont très pauvres, avec une faible capacité d'adaptation, ça augmente de manière disproportionnée les risques d'insécurité alimentaire. À l'inverse, si on réduit les inégalités, notamment qu'on sort les exploitants agricoles de situations d'extrême pauvreté, si on renforce leur capacité d'adaptation, si on gère bien le foncier agricole, si on réduit la demande en protéines animales, en huile végétale, par une alimentation saine et durable, si on renforce les systèmes alimentaires résilients et à faible émission de gaz à effet de serre, on peut réduire les risques pour l'insécurité alimentaire. Et puis, dernier volet, si on veut utiliser les terres pour d'autres usages, stocker du carbone, produire de la biomasse pour l'énergie, il y a un potentiel, mais il est limité. Et il est limité parce que si cette utilisation des terres, elle vient en concurrence avec la production alimentaire ou la préservation des écosystèmes, bah, ça va amplifier en fait les risques d'insécurité alimentaire. Et c'est pour ça qu'on est sur des enjeux importants de transformation des systèmes alimentaires. Et cet aspect-là, il est très faiblement intégré dans le cadre des négociations internationales sur le climat. Il n'y a pas de feuille de route. On voit qu'on est vraiment sur des situations de blocage par rapport à une capacité de coopération internationale sur ces enjeux de transformation de systèmes alimentaires. Donc je termine juste par rapport aux risques clés en revenant vers l'Europe, mais aussi les petites îles représentatives des Outre-mer. Donc plus le climat se réchauffe, plus on a des risques importants liés aux extrêmes chauds pour la santé humaine et les écosystèmes, plus on a des risques de perte de production agricole qui augmentent. On a également une augmentation des risques de pénurie d'eau, pas simplement les sécheresses, mais aussi peu d'eau dans les cours d'eau, donc des effets économiques à plus grande échelle, comme on l'avait vu avec un faible débit du Rhin, par exemple, qui affecte toute l'activité industrielle dans de grandes régions. Et puis, on a une forte augmentation des risques d'inondation. Du côté des petites îles, les risques vont passer également par la dépendance aux services d'approvisionnement et à l'état des écosystèmes, notamment les coraux, faible stockage d'eau, donc une plus forte vulnérabilité face au stress hydrique. L'isolement augmente les risques d'insécurité alimentaire, comme on l'a vu à Mayotte. On a également des risques majeurs pour les infrastructures liées aux inondations et des questions qui se posent de la gestion de l'augmentation des pertes et dommages, des mécanismes de solidarité, et puis dans certains cas, les questions, bien sûr, d'habitabilité. Donc je termine par rapport aux enjeux liés à la montée du niveau de la mer. Donc la montée du niveau de la mer, il faut comprendre qu'elle est inéluctable. L'ajustement des glaciers, la poursuite de l'accumulation de chaleur en profondeur dans l'océan, c'est un ajustement graduel qui va prendre des dizaines d'années, des siècles. On a déjà acté maintenant plus d'1 mètre de montée du niveau de la mer sur plusieurs siècles. Mais la vitesse, l'ampleur de la montée du niveau de la mer dans les décennies qui viennent, elle va dépendre aussi des émissions de gaz à effet de serre à venir. Vous voyez que d'ici à 2100, il y a un facteur 2 entre un monde où on réduit fortement, où on augmente fortement les émissions de gaz à effet de serre, de 50 cm à 1 mètre. Et ensuite, elle va dépendre de processus qui restent mal compris, notamment si on a le déclenchement d'instabilité d'écoulement de certains secteurs de l'Antarctique. On sait que c'est possible, mais on ne sait pas dans quelles conditions ça peut se déclencher. Et vous voyez que dans ce cas-là, on ne peut pas exclure jusqu'à 1,50 m de montée du niveau de la mer d'ici à la fin du siècle.
Et cette question de la montée du niveau de la mer, donc à horizon des prochaines décennies, mais aussi des prochains siècles et des prochains millénaires, elle demande de la planification pour y faire face, avec des solutions qui peuvent s'appuyer sur la restauration d'écosystèmes ou déplacer des sédiments. On le fait en France, bouger des galets, bouger du sable. Mais ça a un coût qui est en fait récurrent. Et puis, s'il y a une forte montée du niveau de la mer, au bout de 15 ans, ça n'est plus suffisant. On peut surélever les résidences secondaires, par exemple, pour les mettre à l'abri. Ça peut se faire. Il y a aussi une limite à l'efficacité de ces mesures-là. Ensuite, les choses qui sont coûteuses, qui prennent du temps à être préparées, c'est les ouvrages de protection, comme à Venise ou sur la Tamise. Ça prend plusieurs dizaines d'années parfois à être prévu, financé, mis en œuvre, mais il y a aussi des limites à leur capacité. Et donc, les choses qui permettent d'éviter les risques, c'est arrêter de construire dans les zones à risque actuelles et futures, et puis planifier un repli, notamment pour les services publics, pour les infrastructures critiques. Et ça pose aussi des questions de délibération, de mise en œuvre particulièrement délicats. Voilà, donc j'ai fait un tour d'horizon des risques liés à l'ampleur du réchauffement via les écosystèmes, mais aussi par rapport aux activités humaines directement. Alors, sur la partie refroidissement, ce n'est pas que les centrales nucléaires, il y a beaucoup de processus industriels qui ont besoin d'eau pour le refroidissement. Et donc, il y a effectivement des contraintes qui sont croissantes. C'est, je pense, la raison pour laquelle les projets de nouveaux nucléaires sont concentrés dans des régions avec un approvisionnement en eau davantage garanti, comme le Rhône ou bien sur la Manche, c'est-à-dire la mer qui se réchauffe le moins, par exemple, pour s'assurer d'avoir une capacité de refroidissement. Ensuite, je sais qu'EDF a beaucoup travaillé sur la gestion de l'eau depuis les barrages en altitude pour pouvoir faire des lâchers et avoir des bulles d'eau froide qui arrivent le long des fleuves et qui permettent de maîtriser en fait la température de ces fleuves pour préserver la vie aquatique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, tout en répondant aux besoins de refroidissement. Donc là, il y a tout un savoir-faire qui a été développé. Moi, je n'ai pas connaissance personnellement de stress test qui pourrait être, par exemple, de se dire quelle est la pire éventualité possible à horizon des prochaines décennies. Donc, la situation la plus critique qui pourrait se présenter. Mais je sais que RTE et EDF travaillent explicitement sur ce type de scénario pour les prendre en compte dans une logique de gestion de risque en regardant pas simplement le plus probable, mais aussi les éventualités qui seraient les plus complexes à gérer. Il y a également eu un rapport de la Cour des comptes sur le nucléaire et les risques climatiques qui peut peut-être vous intéresser et qui s'intéressait notamment à la question de la montée du niveau de la mer dans les scénarios les plus forts et la manière dont ça doit être pris en compte dans une logique en fait d'aménagement à moindre risque. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le réchauffement futur dépend des émissions futures, mais il y a une inertie liée aux infrastructures actuelles ou aux politiques publiques actuellement mises en œuvre. Donc là, ce vers quoi on est parti sur la base des politiques publiques mises en œuvre, je vais le développer un petit peu plus. Donc, c'est vers dépasser un niveau de réchauffement planétaire d'1,5 degré vers 2030. Et dans la trajectoire pour la France, c'est considéré comme vers 2 degrés en France vers 2030. Mais on y est déjà, en fait. Vous voyez que la trajectoire de référence, elle est assez conservatrice. À horizon 2050, est-ce qu'on va dépasser 2 degrés dans le monde ou pas? Ça va dépendre de l'action pour le climat qui sera mise en œuvre ou pas. Sur l'extrapolation des politiques publiques actuelles, sans faire plus d'efforts, on dépasserait 2 degrés dans le monde vers 2050, et ça se traduit comme autour de 2,7 degrés en France vers 2050. Ensuite, en fin de siècle, c'est bien sûr plus incertain. Ça va dépendre des émissions de gaz à effet de serre, de la réponse du climat, parce qu'en fait, il y a toute une plage de réponse du climat, et puis de l'effet du cycle du carbone, des puits de carbone affaiblis également. Donc, sur la meilleure estimation qu'on a aujourd'hui, politique publique actuelle extrapolée sans plus d'efforts, on irait vers autour de 3 degrés en fin de siècle dans le monde, et ça veut dire 4 degrés en France. Mais par exemple, si on a la réponse du climat qui est plus forte que notre meilleure estimation, ça peut être davantage.
Si on a une action pour le climat qui est plus résolue, si on arrive à accélérer la décarbonation, bah, ça peut être moins. Donc, on est davantage sur une information plus précise à court terme, qui peut guider des stratégies de réponse sans regret. Et au-delà de 2050, ben, ça va dépendre à la fois de la réponse du climat et des choix qui vont être faits au niveau mondial. C'est plus incertain. Et donc, en termes de stratégie d'adaptation, on peut regarder les pires éventualités possibles sur des infrastructures critiques. Ça, c'est important. Et puis, pour d'autres aspects, essayer peut-être de cibler des mécanismes de prise de décision robustes, c'est-à-dire on commence à mettre en place les choses sans regret et on réactualise en fonction de l'état des connaissances tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour éviter des effets de verrouillage à trop court terme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu en fait une forte augmentation de la pauvreté dans le monde, moins de consommation, temporairement moins d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et puis après, voilà, il y a eu aussi beaucoup d'effets rebonds et d'effets de consommation croissante. En fait, ce qui se passe quand on regarde au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est directement lié à la consommation d'énergie. En fait, c'est assez vite lié au niveau de richesse, même s'il y a maintenant un découplage. Ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est crise, donc guerre, crise financière, crise économique, pandémie, ça n'a que des effets, on va dire, éphémères conjoncturels. Ce qui va jouer sur le mix énergétique, ce qui va jouer sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est des effets structurels. Et donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on regarde pourquoi les émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2 lié aux énergies fossiles, se ralentissent récemment dans le monde, donc ce qui tire à la hausse les émissions, c'est plus on est nombreux et plus on est riche. Ça tire à la hausse la consommation et les émissions. Et ce qui tire à la baisse, c'est le fait que la production d'énergie se décarbone, donc renouvelable, nucléaire, et ce qui le tire aussi à la baisse, c'est l'efficacité, c'est-à-dire pour un même service, avoir des systèmes plus performants, des appareils plus performants, des bâtiments plus performants, des véhicules plus performants, par exemple. Et donc, ce qu'on voit, c'est que graduellement, la partie efficacité et décarbonation, elle prend le dessus, en fait, sur les facteurs qui tirent à la hausse. Comment accélérer l'action pour limiter les risques climatiques? Alors, limiter les risques climatiques, ce sont des enjeux qui portent à la fois sur les causes et sur les conséquences. C'est-à-dire, c'est comment on articule adaptation et atténuation. Et j'ai peu parlé d'adaptation tout à l'heure, mais je veux en dire un mot. Donc, si on prend par exemple en Europe les risques pour la santé liés à la chaleur, comment est-ce qu'on peut les réduire? Donc, vous voyez que ça augmente en fonction du niveau de réchauffement planétaire. Ça, c'est le niveau de réchauffement planétaire. Le code de couleur, c'est l'aggravation des risques. Mais ça dépend aussi des investissements, des efforts d'adaptation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des efforts d'adaptation par rapport à la chaleur et les risques pour la santé? Ça veut dire des changements de comportement. Par exemple, fermer les volets, décaler les horaires de travail, par exemple. Ça, c'est des adaptations de comportement. Mais ça peut être des interventions sur les bâtiments. Beaucoup de bâtiments n'ont pas de volets extérieurs, en ajouter des effets d'ombrage. Ça veut dire rénover des bâtiments pour améliorer leur confort thermique, favoriser une ventilation avec une double ouverture la plus possible pour pouvoir ventiler plus rapidement les bâtiments, permettent de refroidir la nuit plus rapidement. Ça peut être les réseaux de froid dans les villes pour les bâtiments publics, les hôpitaux, les endroits où les gens travaillent. Dans certains cas, c'est le recours à la climatisation qui va augmenter la demande d'électricité d'été. Donc, comment faire en sorte que cette demande d'électricité, elle ne soit pas associée à plus d'émissions de gaz à effet de serre et plus de chaleur rejetée dans les villes. Donc, c'est un vrai défi. Et puis après, il y a tout ce qui porte sur l'aménagement et l'urbanisme, où en fait, si on rajoute des espaces verts, notamment dans les villes, on peut en fait donner accès à des îlots de fraîcheur, à condition qu'il y ait de l'eau pour l'évaporation, la transpiration des plantes, parce que c'est surtout ça qui rafraîchit. Et donc, on voit qu'il va falloir choisir des trajectoires d'adaptation propres à différents contextes, selon les moyens disponibles, qu'on va séquencer dans le temps en fonction du niveau de réchauffement. Et chaque mesure, en fait, elle a un potentiel et des limites, elle a un coût, une efficacité, des co-bénéfices, mais aussi des effets indésirables. Et puis, ça pose la question de qui en bénéficie et qui, éventuellement, a la retombée des effets indésirables. Si on met des clims partout en ville, on recrache de la chaleur à l'extérieur, et ceux qui travaillent en extérieur
vont être surexposés à des effets d'îlots de chaleur, par exemple. De la même manière, par rapport au risque d'inondation, eh bien, en fonction du niveau de réchauffement planétaire avec les pluies extrêmes et le ruissellement, on a une augmentation des risques d'inondation, mais on peut les limiter dans une certaine plage, pas indéfiniment, par des trajectoires d'adaptation qui peuvent être des ouvrages de protection qu'on va renforcer, des mécanismes d'assurance, mais qui ont des limites. Donc, vous voyez que là, c'est un chemin qui ensuite conduit à une impasse, hein, parce qu'on ne peut pas indéfiniment rembourser des dommages au même endroit de manière réitérée. On peut aussi augmenter les ouvrages de rétention d'eau et on peut aussi agir à l'échelle de chaque logement. Vous savez, les bâtards d'eau, mettre hors d'eau les appareils qui sont les plus coûteux, remonter les réseaux électriques. Par exemple, lors d'un premier dommage, on peut mettre davantage en sécurité, ne pas refaire à l'identique, mais refaire mieux, ce qui est un investissement, mais ensuite qui limite les risques et les coûts par la suite. Et puis, à plus long terme, eh bien, il y a aussi le zonage, c'est-à-dire ne plus construire en zone inondable, ou bien planifier un repli, c'est-à-dire à enlever les habitations qu'on a mises dans les endroits qu'on ne peut pas protéger et qui vont être exposés à des inondations récurrentes. Donc, vous voyez qu'on est sur des choix et des chemins qui sont à construire dans chaque quartier, dans chaque contexte, à délibérer et à financer, qui posent un ensemble de défis. Donc ça, c'était juste pour illustrer le volet adaptation, qui souligne, comme je le montrais tout à l'heure, hein, que on a des risques qui augmentent avec le niveau de réchauffement planétaire. On peut en limiter une partie, mais ça va être de plus en plus coûteux. Ça risque d'être injuste entre ceux qui peuvent investir dans l'adaptation et ceux qui n'en bénéficient pas. Donc le risque, c'est aussi une augmentation des inégalités, une perte de cohésion sociale. Et puis, limiter les risques, bah, c'est aussi limiter l'ampleur du réchauffement. Donc là, je vous ai mis, je suis désolée, hein, la diapo est en anglais. C'est l'évaluation la plus récente de ce vers quoi on va. Donc, sur la base des politiques publiques déjà mises en œuvre et extrapolées. Donc, ça intégrait le plan Biden de réduction de l'inflation, donc la politique publique américaine. On irait vers à peu près des émissions qui stagnent jusqu'en 2035. Et si on extrapole cela à l'échelle du siècle, ce serait vers 3 degrés en fin de siècle. Si les promesses faites dans le cadre de l'accord de Paris, donc il y a des promesses conditionnelles à un financement, puis des promesses non conditionnelles à un financement, si elles étaient toutes tenues et réalisées, on irait vers 2,6 degrés en fin de siècle. Et si les promesses d'atteindre des émissions à zéro net, à horizon 2050, 60, 70 de différents pays formulées étaient tenues, ce qui n'est pas on n'est pas sur cette trajectoire-là actuellement, mais si on les tenait, alors on pourrait limiter le réchauffement autour de 1,9 degré en fin de siècle. Donc, vous voyez à peu près la plage des éventualités possibles, mais qui dépendent des priorités d'action publique, des priorités d'investissement, de la capacité à débloquer des financements, des compétences, de la mise en œuvre, donc de la volonté politique et citoyenne. Alors, je voulais faire un zoom sur là où on en était en France. Donc, en France, les émissions de gaz à effet de serre baissent, elles continuent à baisser. Donc, si on regarde ce que sont les émissions sur le territoire français, donc uniquement par rapport aux productions sur le territoire français, on peut regarder les émissions brutes et les émissions nettes. Alors, les émissions brutes, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vient du transport, de l'agriculture, de l'industrie, des bâtiments, de la production d'énergie et des déchets. Et puis les émissions nettes, c'est quand on tient compte de l'accroissement des forêts, hein, du stockage de carbone dans les prairies, donc ces puits de carbone qui, chaque année, augmentent le stockage de carbone dans la biomasse, les sols et la végétation. Et quand on soustrait les émissions et ce stockage, ce sont les émissions nettes. Ce n'est pas la réponse naturelle de la végétation, c'est notre gestion des forêts qui conduit à l'accroissement du puits de carbone. Donc vous voyez qu'en fait, les émissions brutes fluctuent d'une année à l'autre, ont diminué. Donc là, c'est l'effet pandémie que vous voyez en 2020. Et puis ensuite, une baisse forte de 2022 à 2023 et sur la dernière année, des résultats beaucoup moins satisfaisants, un fort ralentissement de la baisse. Et ce que vous voyez aussi, c'est que la différence entre les émissions brutes et les émissions nettes, elle se diminue. Et ça reflète le puits de carbone des forêts divisé par 2 en une dizaine d'années. Et donc, du coup, pour tenir nos objectifs,
on est moins aidé par le stockage de carbone, notamment dans les forêts, et donc il faut davantage réduire les émissions brutes. Alors je rappelle que la France, elle se fixe des objectifs ancrés sur les connaissances scientifiques de budget carbone à tenir par période de quelques années. Le premier budget carbone n'avait pas été tenu, et du coup, l'objectif du second avait été revu à la baisse. Sur l'objectif du second, en particulier du fait de la pandémie, on va réussir à tenir l'objectif sur les émissions brutes, mais par contre, sur les émissions nettes, du fait de l'affaiblissement du puits de carbone des forêts, c'est possible qu'on ne le tienne pas. C'est aussi important de regarder chez nous ce qui pèse le plus. Donc, comme notre mix électrique est déjà décarboné, l'électricité pèse peu, à la différence d'autres pays qui vont faire leur électricité avec, par exemple, du charbon ou du gaz. C'est une différence majeure. Et du coup, en France, le premier poste, ce sont les transports, à peu près à un tiers des émissions de gaz à effet de serre, la moitié pour la voiture individuelle. Et là, ça ne baisse pas suffisamment vite. Le deuxième poste, c'est la production agricole, et notamment pour une grande partie l'élevage, mais aussi l'utilisation d'engrais azotés, en fait, pour les grandes cultures. Ça baisse très lentement. Ensuite, du côté de l'industrie, on a une baisse importante, mais qui est aussi liée au ralentissement de l'activité industrielle, qui est conjoncturelle, et qui est liée aussi à la difficulté de maintenir une production industrielle française. Du côté des bâtiments, ça baisse, mais ça ne baisse pas suffisamment vite. C'est notamment lié au chauffage au fioul, chauffage au gaz. Et là, on a un point de vigilance lié à la rénovation thermique des bâtiments qui est lente. Enfin, donc on a un poste déchets qui ne baisse pas suffisamment. Donc là, on est aussi sur un enjeu ressources, déchets qui est un point de vigilance. Et puis enfin, on a cette question de la gestion des forêts où l'accroissement des forêts s'est ralenti, mais on a aussi des prélèvements importants qui posent la question de notre capacité à gérer de manière durable la forêt, avec de multiples attentes, forêt, biodiversité, forêt, stockage de carbone, forêt, bois, énergie, forêt, bois, matériaux. Et on voit bien qu'on est sur des enjeux compliqués où les stratégies publiques de décarbonation, elles misaient sur une forte utilisation de biomasse qui doit être utilisée de manière plus parcimonieuse du fait des contraintes dans un climat qui se réchauffe. Et puis en France, on n'est pas que sur ce qu'on produit en France, on importe énormément. Et du coup, si on regarde notre mode de vie en France, eh bien, c'est le résultat des émissions territoriales, mais aussi du bilan net de nos importations et nos exportations. Et vous voyez que quand on tient compte de ce bilan net, qui tient compte aussi du transport international, d'ailleurs, maritime et aérien, vous voyez qu'en fait, l'empreinte carbone d'un Français, elle est fortement plus élevée que l'effet seul des émissions territoriales. Elle a du mal à diminuer et elle reste autour de 9 tonnes d'équivalent par personne et par an, donc largement au-dessus de la moyenne planétaire. Et à l'échelle individuelle, je rappelle ce qui pèse le plus, sur les déplacements, pour certains, c'est la voiture au quotidien, et pour d'autres, ça va être les déplacements en avion qui ont une empreinte particulièrement élevée. C'est très hétérogène, notamment en fonction des endroits de vie, des modes de vie et des revenus. Le deuxième facteur qui pèse le plus, c'est l'alimentation. Et dans l'alimentation, ce qui pèse le plus, c'est ce qui est lié à l'élevage de ruminants, donc viande, lait notamment, mais aussi ce qui est lourd. Et donc, il y a un poids de transport plus important, notamment les boissons. Ensuite, on a le chauffage des bâtiments. Et ce qui pèse le plus, c'est bien sûr le gaz et le fioul. Puis enfin, on a la consommation courante, les différents biens d'équipement. Puis après, on a les services publics qui sont réalloués à chaque Français, qui représentent l'équivalent de 2 tonnes à peu près par personne et par an. Et donc, investir pour décarboner les bâtiments publics, les mobilités liées aux services publics et le reste, ça permet aussi de réduire l'empreinte carbone de chaque Français. Donc peut-être je veux souligner 2 points de vigilance. Un premier point de vigilance qui est les enjeux de réindustrialisation. Produire avec de l'électricité bas carbone, c'est bien, mais on voit bien la difficulté de maintenir en fait une politique industrielle dans le contexte économique compliqué actuel. Et puis deuxième point de vigilance, le transport aérien.
qui est reparti fortement à la hausse, notamment depuis la fin de la pandémie de Covid, et qui tire aussi à la hausse l'empreinte carbone des Français. Alors, je termine, hein, donc, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, voire le plus proche possible d'1,5 degré. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande une forte baisse des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et donc avec une contribution, bien sûr, en Europe et en France. Donc, c'est comment on passe d'une trajectoire rouge, les politiques déjà mises en œuvre, à une trajectoire verte, compatible avec la limitation du réchauffement sous 2 degrés. Les 2 points importants, c'est que si on veut limiter le réchauffement, il faut une forte baisse des émissions de CO2, donc liées aux énergies fossiles et à la déforestation, vers zéro net, voire être capable d'avoir plutôt un stockage de carbone que des émissions. Et puis le deuxième facteur qui pèse le plus sur le réchauffement actuel, ce sont les émissions de méthane, un gaz à effet de serre puissant à courte durée de vie, qui dégrade la qualité de l'air parce qu'il favorise la formation d'ozone près de la surface, qui est un polluant et un gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'il a un poids particulier, le méthane. Donc là, on a besoin non pas d'aller vers des émissions à zéro, mais à peu près de diviser par 2 les émissions de méthane dans le monde pour parvenir à écrêter en fait le pic de réchauffement à venir. On a un potentiel technique aujourd'hui, maintenant, pour, sur une dizaine d'années, pouvoir diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre avec 3 grandes catégories d'actions. L'innovation technologique, des solutions qui sont là, qui peuvent répondre aux besoins en décarbonant, la maîtrise de la demande, efficacité, sobriété, et puis les solutions qui s'appuient sur les écosystèmes, leur restauration, leur préservation, on peut dire solutions fondées sur la nature, c'est le troisième grand levier d'action. Et on est sur des enjeux de mise en œuvre opérationnelle, de priorité de financement, et sur la manière de penser et mettre en œuvre des transformations donc justes, qui rendent des styles de vie bas carbone accessibles à tous et qui intègrent adaptation, réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation des écosystèmes, de la biodiversité et soutenabilité dans toutes ces dimensions. Donc, les travaux scientifiques, ils ne donnent pas la feuille de route. Ils permettent de voir quels sont les leviers d'action, quel est leur potentiel, leurs limites. Donc, c'est ce que j'illustre ici, par exemple, sur la production d'énergie au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on peut dire des options qui ont le plus grand potentiel et qu'est-ce qu'on peut dire du coût? Donc, la barre, c'est le potentiel, le code couleur, c'est le coût. Donc, c'est clair que la partie renouvelable, au niveau mondial, elle a un potentiel très élevé. Chaque pays fait ses choix spécifiques dans son contexte. Il y a un potentiel pour tout ce qui est géothermie, hydroélectricité, nucléaire. Et vous voyez que ce qui a le potentiel le plus petit et le coût le plus élevé, c'est ce que promeuvent les industriels des énergies fossiles, notamment le captage et le stockage de carbone. Pour certains processus industriels, comme la production de ciment, ce sera probablement indispensable. Ce sont des processus très difficiles à décarboner, pour lesquels on aura besoin d'être capable d'avoir du captage et du stockage à long terme. Mais il faut faire attention parce que pour d'autres aspects, il y a d'autres solutions possibles pour décarboner qui sont bien davantage faisables économiquement. Ensuite, il y a le volet utilisation des terres, gestion de l'eau, alimentation. Et là, en fait, on a vraiment besoin de bien penser adaptation et atténuation. Donc, il y a beaucoup de leviers d'action sur l'efficacité, sur les approches d'agroforesterie. Donc, comment on peut produire l'alimentation en augmentant, par exemple, la présence de haies, comment on peut augmenter le stockage de carbone dans les sols. Tous les enjeux de l'adaptation fondée sur les forêts, la gestion intégrée du littoral. Et puis, en même temps, donc on a freiné au maximum la déforestation, favoriser les pratiques qui stockent du carbone dans les sols. On a un sujet en France de retournement de prairies qui est important. Des prairies sont converties en grandes cultures et donc on perd du stockage de carbone. Il y a toutes les approches de restauration d'écosystèmes, de pratiques agricoles plus efficaces. Et puis, vous voyez 2 barres qui apparaissent en gris, éviter les pertes et le gaspillage alimentaire et l'évolution des régimes alimentaires. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les recommandations nutritionnelles pour vivre longtemps et en bonne santé sont parfaitement cohérentes avec ce qui permet de réduire l'empreinte environnementale de l'alimentation. Donc, plus de protéines végétales, des céréales complètes, des légumineuses,
des fruits et des légumes de saison, une alimentation diversifiée. Et c'est pour ça que j'ai souligné en vert à chaque fois là où on a d'autres bénéfices en termes de santé, donc la santé des écosystèmes, alimentation santé, une amélioration de la qualité de l'air. Le fait de sortir des énergies fossiles, c'est aussi un vecteur d'indépendance énergétique, de visibilité sur les coûts indépendamment des fluctuations du marché des énergies fossiles à long terme. Si on regarde les enjeux pour les villes et les infrastructures, on est sur un ensemble de leviers d'action pour décarboner. Il n'y en a pas un seul. Donc, il y a, par exemple, pour les transports, des véhicules économes en carburant et mieux remplis, des véhicules électriques légers, de préférence, avec des batteries de capacité intermédiaire. Il y a les mobilités des transports en commun, les mobilités actives. Il y a l'efficacité des transports maritimes et aériens à court terme, et puis les approches de sobriété, c'est-à-dire comment on fait pour répondre aux besoins en évitant d'augmenter les demandes en mobilité. Pour les bâtiments, on a tous ces enjeux de performance, d'efficacité, mais on a aussi l'intégration des renouvelables, qui est intéressant en toiture, par exemple. On a tous les enjeux d'urbanisme qui vont favoriser la proximité entre les lieux de vie et les lieux de travail. Et puis l'urbanisme, c'est aussi en fait lié au ralentissement de l'artificialisation des terres, aux trames vertes et bleues importantes, et puis l'infiltration de l'eau, la gestion soutenable des eaux urbaines. Donc là, on est sur des enjeux, par exemple, de nature en ville, qui sont un vecteur de bien-être. On est aussi sur des enjeux de santé à travers le confort thermique dans les bâtiments, l'amélioration de la qualité de l'air par rapport au rôle des véhicules thermiques vis-à-vis de cela, et puis des enjeux de santé sur les mobilités actives, par exemple. Donc tout à l'heure, j'ai déjà abordé les enjeux de renforcement des services de santé, importants, notamment dans les territoires les plus fragiles. On est sur des enjeux également donc d'investissement dans le secteur industriel. À court terme, plutôt sur des aspects d'économie circulaire, efficacité, circularité, et puis un effort de recherche de développement nécessaire pour décarboner en fait l'industrie lourde. Et là, c'est des ruptures technologiques qui sont à construire. Et puis enfin, on est aussi sur des enjeux de solidarité, mutualisation de risques. Est-ce qu'on peut élargir la sécurité sociale aux enjeux d'adaptation au changement climatique? C'est vraiment une question. Les systèmes d'alerte précoce, mieux gérer les risques de catastrophes et reconstruire en intégrant l'adaptation au changement climatique. Moi, j'ai été très frappée notamment par un retour d'expérience de la reconstruction à Saint-Martin post-Irma, où on voit que dans certains contextes, ça a augmenté certaines inégalités. Donc, on est aussi sur des enjeux de, même lorsqu'on a des catastrophes, comment on reconstruit de manière juste pour éviter de la maladaptation. Et puis, comment on gère la relocalisation planifiée, ce qui va être également des enjeux importants de mutualisation et de solidarité. J'aime bien insister sur ce que c'est la sobriété. La sobriété, c'est un ensemble de mesures et de pratiques qui permettent d'éviter des demandes en énergie, en matériaux, en usage des terres et en eau, tout en assurant le bien-être de tous dans le respect de limites planétaires. Et donc, penser la sobriété, c'est comment on rend accessible des pratiques bas carbone, donc ce qu'on évite, éviter les emballages, vous voyez, un petit effet sur les émissions de gaz à effet de serre, éviter les déplacements quotidiens, éviter les vols longue distance, et quand on le peut, éviter d'avoir des véhicules thermiques, c'est ça qui a le plus d'effet. Ce qu'on remplace, donc substituer une alimentation par une autre, une mobilité par une autre, et puis ce qu'on peut améliorer, et donc notamment pour ceux qui ont des déplacements au quotidien sans alternative à la voiture électrique, c'est vraiment un levier de décarbonation, pas parfait, mais qui permet en gros de diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre sur le mix électrique français. C'est en fait, par exemple, remplacer du chauffage au fioul ou à gaz par des pompes à chaleur quand on a une isolation correcte. Là, on voit qu'on est sur un effet qui peut être d'efficacité, mais ensuite, si on limite la température, on a un effet de sobriété qui est démultiplicateur. Et à chaque fois, ce qui est très frappant, c'est que chaque levier d'action pour les villes, l'énergie, la gestion des terres, l'océan et le reste, eh bien, ça peut être positif ou avoir des effets indésirables pour le premier objectif de développement durable, qui est de lutter contre l'extrême pauvreté.
Donc, par exemple, il y a un obstacle pour les mobilités par rapport au coût des véhicules électriques. Et donc, comment penser des réponses qui rendent accessible ce type de solution à ceux qui ont les revenus les plus contraints. Moi, j'avais souvent dit, en fait, les métiers les plus difficiles et les plus utiles, c'est par exemple les métiers d'aide à domicile, peu payés, beaucoup de déplacements au quotidien. Rendre accessible des véhicules de travail électriques, c'est quelque chose qui va être clé pour valoriser ces métiers-là en limitant les frais au quotidien, en fait, de déplacement et réduire les émissions. On voit qu'on peut articuler des politiques sociales et des politiques environnementales quand c'est pris dans leur ensemble. J'ai insisté sur les risques en termes de sécurité alimentaire liés à tout ce qui portait sur l'utilisation des terres, ça ressort ici en orange, comme ça ressort pour la biodiversité terrestre et marine, l'importance de penser les systèmes énergétiques, la gestion des terres, les réponses qu'on apporte sur les enjeux croisés, les nexus en fait, climat et biodiversité, puis intégrer les enjeux d'équité et de transition juste. Ce que je veux également souligner, c'est que des réponses inadéquates, elles peuvent devenir des risques. Par exemple, une réponse d'adaptation, elle peut entraîner des effets positifs, des bénéfices pour les personnes, les écosystèmes, le fait d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, mais elle peut faire l'inverse. Je vais vous donner 3 exemples. Climatisation, adaptation réussie ou maladaptation? Ça dépend du contexte, de la manière dont c'est fait, des usages. Canon à neige, adaptation réussie ou maladaptation? Vous voyez la question, comment elle peut se poser de manière complexe. Stockage d'eau en surface, adaptation réussie ou maladaptation. En fait, on a besoin d'avoir de pouvoir évaluer si cette action-là, elle va verrouiller des trajectoires et puis quand elle atteindra ses limites, ben, on sera au pied du mur parce qu'on n'aura pas anticipé des transformations. Par exemple, un modèle de maintenir à bout de bras l'industrie du ski en moyenne montagne, c'est mobiliser des investissements publics. Mais si on ne prépare pas la transformation quand on n'aura plus d'enneigement viable, ben en fait, on n'aura plus d'emploi. Donc on voit qu'on est parfois sur des effets de verrouillage qui repoussent des adaptations plus transformatrices qui seront nécessaires. Et donc les risques, c'est des pratiques maladaptatives, penser les choses en silo et ne pas intégrer adaptation-atténuation. Tout ce qui favorise la compétition pour l'usage des terres ou de l'eau, c'est un risque supplémentaire. Tout ce qui augmente la dégradation des écosystèmes augmente les risques. On a bien sûr aussi des risques financiers, je parlais de l'assurabilité, qui sont des enjeux importants à mesure du réchauffement. Et puis on est maintenant aussi au niveau international, sur, notamment aux États-Unis, notamment de la part de fondations de milliardaires de la tech américains, de gros investissements sur la recherche, voire l'expérimentation sur de la géo-ingénierie, donc vouloir délibérément altérer le rayonnement solaire, soit à petite échelle, mais même à échelle planétaire. Et ça, en fait, c'est un nouveau type de réponse. Souvent, on va justifier ce type d'approche un peu d'ultime recours par rapport à la faiblesse de la décarbonation, par rapport au coût de l'adaptation. On va parfois utiliser même les risques de points de bascule pour justifier un recours à ces approches qui elles-mêmes sont associées à beaucoup d'incertitudes, qui posent des questions de gouvernance inédites. Vous imaginez, si un pays ou une entreprise qui a la technologie spatiale dispose de la capacité à délibérément altérer le climat planétaire, qui décide dans l'intérêt de qui? Si vous modifiez le rayonnement solaire, vous altérez par exemple les moussons, vous les asséchez. Donc c'est un vecteur énorme de risques en termes de production alimentaire et de nouveaux risques de conflit. Si vous avez deux acteurs avec des intérêts différents qui ne coopèrent pas, on voit qu'on est sur de nouvelles formes de risques qui, avec l'administration américaine actuelle, demandent à être regardées attentivement. Et en Europe, les conseillers scientifiques de la Commission européenne ont fait une recommandation très claire à l'angle éthique sur ces approches de géo-ingénierie solaire en demandant de continuer le travail de recherche, d'une recherche de service public dans l'intérêt général, pas privé, pour disposer des compétences, des connaissances, mais un moratoire sur tout déploiement. Alors je termine par rapport aux enjeux d'adaptation dont je voulais parler un petit peu plus. Donc, qu'est-ce que c'est en fait penser l'adaptation?
en tout cas dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, eh bien, c'est penser des systèmes de santé résilients, un approvisionnement, un accès à l'eau potable résilient dans un climat qui se réchauffe, des enjeux idem d'accès à une alimentation et une alimentation nutritive de qualité, une production alimentaire résiliente dans un climat qui se réchauffe. C'est tous les enjeux d'adaptation fondés sur la nature, les écosystèmes, donc leur bonne gestion, leur conservation, leur protection dans un climat qui se réchauffe. C'est penser des infrastructures et des lieux de vie résilients qui assurent la continuité des services publics essentiels. C'est aussi toutes les questions de patrimoine et d'héritage, donc conserver, transmettre les pratiques culturelles, les sites patrimoniaux, les savoirs locaux et autochtones. Donc cela fait partie des enjeux de l'adaptation, comme également toute la dimension liée à la pauvreté et aux revenus, donc les mesures de protection sociale adaptative. Donc dans le monde, il y a un énorme besoin de financement pour l'adaptation qui n'est pas du tout associé à des financements à hauteur des enjeux. On estime en fait que les ressources publiques sont de l'ordre de 27 milliards de dollars pour des besoins qui seraient de l'ordre de près de 400 milliards de dollars. Et ces besoins de financement pour l'adaptation vont augmenter de plus en plus à mesure du réchauffement planétaire. Les engagements internationaux, c'est mettre en place des systèmes d'alerte précoce multi-aléas, des services d'information climatique, donc pour les citoyens, pour les différents secteurs d'activité. C'est le cas, par exemple, en France, de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Les systèmes d'observation, et on a besoin de cela, notamment pour pouvoir évaluer les impacts, les vulnérabilités, notre capacité à réduire les vulnérabilités, parce que c'est ça, en fait, une stratégie d'adaptation. Comment on peut mesurer l'efficacité des actions d'adaptation? Comment en fait on est capable de mesurer la réduction des impacts sociaux et économiques? On est sur des enjeux importants et en France, par exemple, les politiques publiques d'adaptation, si vous regardez le plan national d'adaptation au changement climatique, elles ont souvent davantage été pensées à l'angle aléa et exposition, mais insuffisamment à l'angle vulnérabilité et notamment vulnérabilité sociale. Et on voit beaucoup de collectivités locales qui commencent à justement travailler sur la cartographie de ces vulnérabilités, sur des réponses de politique publique mieux informées, plus ciblées pour tenir compte de ces différentes vulnérabilités. Et puis je termine en revenant sur ces questions de scénario. Je vous parlais tout à l'heure que explorer les risques climatiques futurs, ça s'appuie sur des scénarios très contrastés. Des scénarios intermédiaires, extrapolation des politiques publiques, des scénarios très intensifs en énergie fossile, ou qui mettent le curseur très fort sur la soutenabilité. Mais on a aussi d'autres scénarios, et le pire, en fait, en termes de défis pour l'adaptation et de difficultés de décarbonation, c'est le scénario de rivalité régionale. Alors, je vous l'esquisse. Montée des nationalismes, focus sur la compétitivité et la sécurité nationale, la sécurité énergétique ou alimentaire, mais uniquement à l'échelle nationale ou de certaines régions, au détriment d'un développement plus large, baisse des investissements dans l'éducation, baisse des investissements dans le développement technologique, un développement économique lent, une consommation à forte intensité matérielle, de fortes inégalités, une forte dégradation de l'environnement dans certaines régions. En fait, c'est ça le scénario du pire par rapport à la capacité de coopération, de développement, de déploiement des nouvelles technologies à grande échelle, de solidarité. Et je vous invite à réfléchir aux inflexions récentes dans différents contextes, Argentine, États-Unis, Pays-Bas, pas très loin de chez nous et autres, pour réfléchir justement à ces enjeux par rapport à la manière de contrer et d'infléchir les choix qui sont faits en dehors de ces trajectoires de repli nationaliste et vers davantage de curseurs mis sur ce qui permet une soutenabilité à long terme. Et donc, globalement, on est devant des choix. On est devant des choix multiples. Il n'y a pas que les enjeux climat, il y a les enjeux, bien sûr, d'adaptation, les enjeux de développement durable. Et l'ensemble de ces approches, c'est ce qu'on appelle un développement résilient face au climat, sobre en carbone. Et devant chaque point de bifurcation, devant chaque crise,
On peut avoir des choix qui vont verrouiller des pratiques très émettrices, des systèmes enracinés qui vont conduire à dépasser les limites de l'adaptation, augmenter les impacts, baisser des possibilités de développement, entraîner une dégradation d'écosystèmes. On est aussi devant des possibilités de bifurcation pour accélérer les transformations, tenant compte des enjeux d'équité et de justice et limiter les risques climatiques. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est devant une fenêtre de plus en plus étroite pour faciliter les inflexions dans cette direction-là. Merci.